la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous nous regardez à la télé, vous êtes sur Kavi TV. Merci de nous écouter. Si vous êtes à la radio, vous êtes forcément sur notre fréquence 89.5 à Conakry et environ sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez sur l'ensemble synchronisé de nos médias sur Meta. Vous êtes sur Kavi Média, Kavi TV. Également avec notre site d'information siaminfo.com. Vous avez la possibilité d'écouter ou de regarder en direct cette émission. Également sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Média et sur l'ensemble de nos réseaux. Au menu de ce matin, annoncé le 29 juillet 2024, le projet de nouvelle constitution de la République de Guinée a été rendu public le 11 août de la même année avant d'être adopté en avril 2025 par le Conseil national de la transition CNT. Ce projet de nouvelle constitution sera officiellement remis au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ce samedi 28 juin, après plusieurs mois de débats, d'ateliers, de consultations et d'amendements. Une remise officielle qui intervient à un peu plus de 2 mois avant que le projet ne soit soumis au référendum prévu le 21 septembre 2025. Retour sur les grandes étapes de l'élaboration de ce test dans cette émission, le scanner. Enlèvement et séquestration de l'ancien bâtonnier Maître Mohamed Traoré. Malgré sa libération, le barreau de Guinée hausse le ton à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue à la cour d'appel de Conakry. Les hommes en robe noire ont pris la décision de boycotter toutes les audiences et convocations judiciaires pendant 2 semaines. Ils annoncent également le retrait de leurs représentants de toutes les institutions de la transition, notamment du CNT. Dans la foulée, le parquet général, lui, a condamné ces actes en annonçant l'ouverture d'une enquête. Il appelle le barreau au dialogue. Vous en saurez plus dans un instant. En Guinée toujours, après le certificat d'études élémentaires et le BEPC, brevet d'études du premier cycle, le baccalauréat unique a démarré ce lundi en Guinée. Mais à peine les épreuves lancées, cette session 2025 connaît plusieurs cas de fraude. Si à Conakry, un élève a été interpellé pour usurpation d'identité au centre Barigawandou dans la commune de Dixine. À Cancan, c'est plus de 30 téléphones portables qui ont été saisis, des élèves pris en flagrant délit et des surveillants exclus du processus. Comment tout cela a été mis à nu? Les précisions des débatteurs à suivre également dans cette émission. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé dans une vidéo publiée ce dimanche 22 juin le lancement officiel de sa formation politique. La cérémonie est prévue samedi au palais des sports de Libreville lors d'un grand rassemblement. Pour rappel, après avoir ôté son uniforme militaire, Oligui Nguema s'était présenté comme candidat indépendant à la présidentielle du 12 avril dernier, qu'il a largement remporté d'ailleurs. Une annonce faite dans un climat de réduction drastique du nombre de partis politiques dans le pays et dans le monde. Conflit Israël-Iran, nous en parlons encore ce matin. Un cessez-le-feu total serait rentré en vigueur selon des médias français suite à l'annonce du président américain Donald Trump. Les frappes ont cessé depuis plusieurs heures. Même si cette trêve ne constitue pas un véritable accord de paix, elle marque quand même un tournant après 12 jours de violents affrontements. Question, les États-Unis sont-ils en train de rétro-pédaler? Analyse à suivre dans la dernière partie de cette émission Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
chaque matin, l'actualité se plie au débat interactif et autour de moi, avec moi, les débatteurs qui vous aident à comprendre les différents sujets à l'ordre du jour. Et nous rejoignons ce matin Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Yaya qui n'est pas là ce matin pour des raisons de santé. Nous le souhaitons prompt rétablissement. De ce côté, on commence par ce premier sujet. Le projet de nouvelle constitution annoncé en juillet 2024, rendu public en août, puis adopté en avril dernier par le Conseil national de la transition, s'apprête à franchir une nouvelle étape. Il sera officiellement remis au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ce samedi 28 juin 2025. Une remise officielle qui intervient, je l'ai rappelé déjà, à un peu plus de 2 mois du référendum prévu pour septembre prochain. Retour donc sur les grandes lignes avec vous, Yamoussa Cheikh Kamara. Alors justement, les choses s'accélèrent en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel, puisque vous le savez, l'adoption pour la nouvelle constitution, le référendum, l'adoption ou non, ou pas, de cette même nouvelle constitution, le référendum est prévu le 21 septembre prochain. Et donc vous allez comprendre, si vous vous rappelez, vous l'avez rappelé tantôt dans le menu, que ce projet de nouvelle constitution a été présenté le mois d'août 2024 dernier. Et donc, comme nouveauté, nous le savons, il y a eu beaucoup de lignes qui sont discutées. Et depuis l'année 2024, c'est-à-dire sa présentation jusqu'ici à travers la mise en place de l'avant-projet de la nouvelle constitution, la vulgarisation et puis la réélecture à travers les experts entre autres. Parlant du projet de nouvelle constitution, vous allez comprendre que dans son article 41, il est dit qu'une république bicamérale sera instituée avec une assemblée nationale et un sénat qui sera aussi créé. Ça, c'est comme une nouvelle institution. Et concernant donc la magistrature suprême, il a été mentionné que dans son article 44 aussi justement, que la durée du mandat de président de la République est de 5 ans, on le sait, renouvelable une seule fois. Et comme garde-fou, dans le même texte, il est écrit que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Et donc ce sont quand même des nouveautés lors de la présentation officielle de ce projet de constitution que nous avons et qui ont été discutés. Et depuis, et donc nous nous acheminons, j'y arrive, nous nous acheminons vers une autre étape. Après donc l'avant-projet de la nouvelle constitution, on parle aujourd'hui de la présentation du projet même de constitution. Et donc, pour nous dire exactement, puisque il faut comprendre que jusqu'ici, il y a dans le rang des acteurs politiques, beaucoup pensent qu'on n'a pas le droit de parler de projet de constitution quand on parle... On a reçu des acteurs qui l'ont rappelé ici. Du référendum prochain. Alors aujourd'hui, il faut comprendre qu'à partir du 28, on va aller vers la présentation du projet de nouvelle constitution au président de la République. Aujourd'hui, des appels sont en train d'être effectués de part et d'autre pour une mobilisation même des citoyens, puisqu'il faut comprendre que c'est une loi fondamentale qui a pour vocation de nous ressembler, mais aussi de nous rassembler. C'est ça aujourd'hui la volonté des autorités. Tout ce qui a été bâti depuis, tout ce qui a été bâti, j'y arrive, depuis le mois d'août 2024, c'est dans ce cas de figure-là. Alors, aujourd'hui, c'est une étape aussi franchie parce que l'annonce a été faite avec tambour battant, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, on le sait, si toutefois qu'on était accroché aux lèvres des personnes qui pensaient que jusqu'ici, on ne parlait de l'avant-projet, puisqu'on nous faisait croire que jusqu'ici, il n'y a pas eu de volonté de nous parler de projet de nouvelle constitution. Et donc, on le disait, peut-être que l'histoire va nous donner raison avec tout ce qui va être entrepris finalement à travers cette volonté d'aller plus vite, parce qu'il y a derrière une course contre la montre avec les autorités même du CNRD et aussi les conseillers nationaux du CNT, voilà, qui sont face à un défi très grand. Voilà, nous sortir une constitution qui aspire qui répond aux aspirations du peuple de Guinée. Aux aspirations justement, aux aspirations du peuple de Guinée. Et donc c'est ça aujourd'hui le défi, avec la fixation
de la date du référendum constitutionnel. On n'a pas de temps à perdre, donc il faut aller très vite puisque le peuple a besoin d'être rassuré. Si derrière il y a des spéculations à tout bout de champ, à chaque instant qu'on évoque ce projet de constitution, on estime que l'heure n'est pas de parler de projet de constitution, mais moi j'espère qu'à partir du 28 juin prochain, après sa présentation au président de la transition, je crois qu'on aura toute la force et toute l'argumentation possible pour parler maintenant de projet de nouvelle constitution. Vu qu'on sait d'ailleurs quelques articles, quelques grandes lignes, vous le savez, comme l'article, je l'ai rappelé, l'article 41, la 41 qui parle d'une république bicamérale et avec une assemblée nationale aussi, un Sénat. Donc tout ça, je crois, depuis ces points, malgré la réélecture et malgré les analyses, des discussions qui ont eu lieu, ces points sont restés maintenus. Donc ce sont des nouveautés face auxquelles le peuple va essayer aujourd'hui un Sénat couplé à une Assemblée nationale également se prononcer. Un Sénat couplé à une Assemblée nationale. Donc des nouveautés de la sorte. Ce sont des points importants qui vraiment interpellent. Et donc derrière, il faut continuer après la présentation vraiment du texte. Donc il faut essayer d'appeler le peuple de Guinée aujourd'hui. C'est ce qui est en train d'être fait pour la date du 28 juin, qui est déjà considérée comme aussi, qui est marquée par beaucoup d'observateurs comme une date historique, puisqu'à partir de cette date aussi, les hostilités sont lancées. On va ouvrir une nouvelle fenêtre sur ce projet de nouvelle constitution. Parlant de l'avant-projet, on va migrer vers le projet en tant que tel, de projet de la nouvelle constitution. Forcément, Mohamed Leba, on a suivi en tout cas de long en large, le processus de rédaction même jusqu'aujourd'hui à la présentation ou à la remise officielle de ce projet de nouvelle constitution. Beaucoup de tractations. On a vu quand même tambour battant le CNT qui a brandi cela comme un trophée parce que c'était quand même l'une des missions assignées depuis la mise en place de cet organe constitutionnel sous cette transition. Aujourd'hui, on arrive à terme d'une mission qui n'a pas été facile pour le CNT, il faut le rappeler, puisque beaucoup d'articles ont été discutés. Les journalistes invités face au président du CNT, quelques membres conseillers du CNT qui ont répondu à plusieurs questions. Aujourd'hui, on arrive à bout et avec un parcours parsemé d'embûches, on peut l'appeler ainsi. Bon, je ne dirais pas peut-être qu'on est arrivé encore à bout, mais il faut quand même dire qu'une étape très cruciale vient d'être franchie. Aujourd'hui, nous tendons quand même vers disons, l'organisation de ce référendum aujourd'hui constitutionnel pour permettre à notre pays d'avoir une constitution, disons, digne de nom. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces propositions concernant, disons, la rectification de certaines parties qui abritent, disons, que cette constitution abrite aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus. Quelles sont les parties qui ont été changées? Parce qu'il y a eu un comité d'experts qui ont relu. Évidemment. Donc aujourd'hui, les résultats, disons, de ces comités-là ne sont pas encore, disons, diffusés ou ne sont pas encore rendus publics par rapport, pour savoir réellement, est-ce que tout ce qu'on a connu réellement en termes de contenu de cette nouvelle constitution, vu elle n'est pas encore officiellement née. On parlait d'un avant-projet. Aujourd'hui, nous sommes avec, disons, le projet qui va être présenté au président de la République, je crois bien samedi prochain. Je crois que déjà ça c'est une étape, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, cela affiche l'ambition des autorités d'aller quand même vers le retour à l'ordre constitutionnel, tant aujourd'hui réclamé par des hommes politiques, par des acteurs de la société civile, disons par le peuple de Guinée, parce que nous sommes, peu importe la beauté aujourd'hui des choses, nous sommes dans une transition. Que ce soit une transition, pour que ce soit une transition réussie, il faut, c'est-à-dire dérouler quand même ces différentes étapes par rapport notamment au chronogramme de cette même transition. On a parlé de la naissance d'une nouvelle constitution, de la tenue d'un scrutin référendaire. Je crois que c'est la porte d'entrée pour quand même
retourner à l'ordre constitutionnel dans notre pays. L'ordre constitutionnel, ça passe forcément par cela. Il faut d'abord poser, c'est-à-dire les jalons vis-à-vis de ce premier scrutin, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler, disons, une consultation électorale dans notre pays par rapport à l'avis des citoyens vis-à-vis de cette nouvelle constitution. Mais aujourd'hui, nous avons vu quand même que tout porte à croire qu'il n'y a presque pas, disons, d'objection face à l'adoption d'une nouvelle constitution. Et les opposants et les acteurs de la société civile, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Et quand même, en tout cas, la plupart, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire non, il ne faut pas adopter une nouvelle constitution. Ce peut-être aujourd'hui pourquoi on pourrait discuter, c'est le contenu, c'est-à-dire certains articles notamment, mais par rapport à l'adoption en général, il faut quand même dire aujourd'hui presque il y a, je ne dirais pas un compromis, mais il y a aujourd'hui... Mais il ne faudrait pas l'oublier, Mohamed, il y a la question d'âge qui était posée, il y a cette candidature indépendante qui était quand même soulevée. Ce sont des articles qui portent aujourd'hui, qui prêtent à confusion, qui divisent l'opinion. L'opinion, quand je parle de l'opinion, je parle de ces acteurs politiques. Évidemment, oui. Et même ces cadres du CNT. La vulgarisation a été faite ici en République de Guinée, mais on a quand même reçu des acteurs politiques qui nous ont dit, mais attention, pourquoi parler d'une candidature indépendante avec un parrainage, est-ce que ce n'est pas un boulevard ouvert? On vient d'assister quand même au cas gabonais où Brice Clotaire Oligui Nguema est passé au la main avec un score soviétique. C'était le même cas. Oui, c'était le même cas. C'est pourquoi je dis il faut d'abord attendre parce que tout cela, il y a eu des experts, c'est-à-dire qui ont eu assez de temps pour faire une rélecture, disons, de cet avant-projet ou qu'on pourrait aujourd'hui appeler projet de nouvelle constitution, le contenu pour savoir réellement est-ce qu'il y a des changements à apporter ou il y a des améliorations, notamment concernant certains articles, le parrainage, on en a parlé, disons la candidature indépendante. La candidature indépendante, on en a aussi évoqué dans ce studio, on ne va pas revenir sur tout cela. De l'autre côté, l'âge, ça posait problème parce qu'il y a beaucoup de politiques qui se voyaient déjà d'office, disons, disqualifiés, éliminés par rapport à la course présidentielle. Pour aujourd'hui, ça ressemblerait peut-être au cas ivoirien, même si de l'autre côté, il y a une loi spéciale, disons une loi électorale concernant au sein de laquelle loi, et puis cette question liée à l'âge presque c'était supprimé, mais de l'autre côté, il y avait ce qui posait problème, notamment par rapport à la nationalité, double nationalité, et de l'autre côté, vous avez concernant, disons, le casier judiciaire des uns et des autres, ce qui aujourd'hui d'office supprime ou vraiment disqualifie beaucoup d'opposants qui quand même souhaiteraient prendre part à l'élection d'octobre prochain. Est-ce que ça va être le même cas chez nous par rapport au contenu? Je crois qu'encore il faut attendre de voir réellement s'il y a eu des changements, parce qu'on ne peut peut-être pas comprendre qu'il y ait un comité d'experts qui soit là et puis qui arrive à valider tout. Peut-être que ça peut arriver pour quelle raison que ce soit. On pourrait le savoir, je crois, dans les jours à venir. Pour le moment, je crois que la cérémonie qui est en vue, il faut attendre, saluer cette cérémonie-là et se dire que c'est la porte d'entrée pour disons, le retour à l'ordre constitutionnel. Et notre pays en a besoin aujourd'hui parce que, peu importe ce qu'on va dire, je l'ai rappelé tantôt, la beauté des choses aujourd'hui, nous sommes dans une transition, une période transitoire. Il faut que nous retournons à l'ordre constitutionnel et pour retourner à l'ordre constitutionnel, il faut d'entrée passer par un scrutin référendaire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une constitution, on a la charte de la transition et si la constitution sera adoptée, cette charte de la transition va sauter. Ça veut dire que nous serons naturellement régis par cette nouvelle constitution qui est déjà presque dont le contenu est connu de presque tous parce que quand même la campagne de vulgarisation
s'est évacué de Conakry jusque, disons, en tout cas quand même dans les zones les plus reculées du pays. Le CNT en a fait un effort. C'était l'une des missions principales qui quand même lui ont été, disons, assignées au moment de la création de ce Conseil national de la transition. Aujourd'hui, voir quand même, parce qu'il y a une date qui est fixée pour la tenue de ce scrutin référendaire. La plupart ou beaucoup d'acteurs politiques ont estimé que cette date ne sera pas tenable. Mais aujourd'hui, avec, disons, la présentation officielle de ce projet de constitution au président de la République, l'annonce, ça signifie aujourd'hui qu'on est quand même sérieux avec cette nouvelle date de la tenue du scrutin référendaire. Je crois que ce serait mieux pour notre pays parce qu'en termes de sécurité, en termes, disons, de développement aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, cela pourrait être garanti si on est régi par une constitution normale. Alors justement, Mohamed l'a rappelé, c'est que le problème, on le sait tous, ce n'est pas l'adoption de la nouvelle constitution qui pose problème. Sinon, ça, c'est une volonté pour tous les acteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, c'est même matérialisé, cette volonté, par la mobilisation qui a existé autour du recensement biométrique qu'on a connu récemment, puisque tous les acteurs ont appelé leurs militants, c'est-à-dire leurs partisans, à se mobiliser, à se faire recenser. Et donc, cela veut dire que derrière, près même des acteurs politiques, il y a une volonté manifeste d'aller vers une constitution digne de ce nom. Mais les contrastes ont existé, notamment puisque toutes les réactions différentes qu'on a eu à entendre de la part des acteurs aujourd'hui tournaient autour de cette ouverture qui a été faite sur la candidature indépendante, surtout la candidature parce que lui ne l'a pas dit, voilà, pour le moment. Lui, ce qui donne le président de la République vraiment, s'il le veut, s'il le souhaite, de se porter candidat à l'élection présidentielle. Sauf qu'avec la charte de la transition, c'était une contradiction. C'est ce qui a suscité une avalanche de commentaires ou des réactions chez beaucoup d'acteurs politiques de la vie qui n'étaient pas d'accord de cette violation de la charte, puisqu'il faut comprendre que la transition est régie sur les bases de la charte de la transition. C'est comme la constitution en temps normal, en fait. Et donc, si cette constitution devrait peut-être nous rassembler, aussi nous ressembler, comme le prétendent les autorités, c'était aussi derrière commencer par respecter cette charte qui nous a conduits jusqu'au-là. Alors, commençons par d'abord violer cette charte. Cela a suscité pas mal de réactions, mais derrière la bonne volonté d'aller au référendum, ça existe, puisque c'est un avis pour tous les Guinéens aujourd'hui de sortir de la transition. Quand on sait que la transition, peu importe la durée qu'elle va prendre, peu importe les opportunités qu'elle va nous offrir, on sait que la transition reste la transition. C'est un pouvoir pris par le coup d'État, forcément. Donc, en temps normal, il faut solliciter le temps libre, il faut solliciter donc le retour à l'ordre constitutionnel. Et moi, je crois que cette annonce faite par les conseillers nationaux à travers le premier président du CNT par rapport à la présentation même officielle de ce projet de constitution ouvre aussi la voie et donne des assurances au peuple de Guinée pour nous dire exactement si toutefois depuis la date du coup d'État, depuis le 21 septembre, la transition perdure. Donc il faut espérer que nous nous dirigeons vers une sortie possible de cette transition. Et cela commence par peut-être la présentation de ce projet de constitution et va continuer jusqu'à l'adoption du projet projet de nouvelle constitution, et ensuite pour voir les autres élections en perspective telles que les élections législatives, mais pourquoi pas la présidentielle. La présidentielle, en tout cas, que nous attendons avec beaucoup d'impatience, hein. Et il faut de passage quand même souligner que c'est un grand effort, hein. Je sais que beaucoup, vous l'avez déjà rappelé, un effort consenti par les autorités en attendant cette remise officielle. Plusieurs versions, il faut le dire, l'avant-projet de nouvelle constitution au projet de nouvelle constitution. On attend d'avoir le document officiel pour mieux comparer ces différents articles qui prêtaient à débat, si on peut l'appeler comme ainsi, à débat dans la sphère politique guinéenne. On reste en Guinée, mais on parle de cette autre actualité. Malgré la libération de l'ancien bâtonnier enlevé
puis séquestré ce week-end. Le barreau de Guinée hausse le ton à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue à la cour d'appel de Conakry ce lundi. Les hommes en robe noire ont décidé de boycotter toutes les audiences et convocations judiciaires pendant 2 semaines. Ils annoncent également le retrait de leurs représentants de toutes les institutions de la transition, notamment du CNT. CNT dont on parlait tout à l'heure. Comment en est-on arrivé là, Mohamed Lebar? Ah oui, c'est aujourd'hui, disons, un cocktail quand même de faits. En un laps de temps, il faut le dire, du 20 juin dernier jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de décisions prises, notamment des décisions qui accompagnent ces faits que vous venez de décrire concernant l'enlèvement, disons, aujourd'hui, l'enlèvement de l'ancien bâtonnier et de l'ordre des avocats. Je parle bien de Maître Mohamed Traoré, qui aurait été enlevé, il faut le dire, dans la nuit du 20 au 21 juin dernier, alors amené dans un endroit isolé, selon nos informations, où il a été quand même, disons, passé à tabac, où il a été, disons, l'objet de séquestration. Il a été séquestré, torturé, selon nos informations, et finalement abandonné à lui-même. Alors, réaction immédiate, il y a eu hier cette assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue, disons, au tribunal de première, à la cour d'appel de Conakry. Le tribunal évidemment. Donc, pour statuer quand même sur ces différentes, sur les actions à entreprendre. Alors, des mesures, quelques-unes, vous les avez rappelées, des mesures ont été décidées par le barreau de Guinée, notamment la première mesure, c'est le boycott de toutes les audiences, et disons pour 2 semaines, la suspension de toute participation aux audiences judiciaires et convocation policière, parce qu'il n'y a pas que pour les audiences dans les cours et tribunaux. Au-delà de ça, on parle même de convocation, disons, policière, et pendant 2 semaines à compter du 24 juin 2025, ça c'est aujourd'hui. Alors, sur le dépôt des recours, selon, disons, la communication du barreau, sur le dépôt des recours reste autorisé. Les contrevenants s'exposent donc à des sanctions disciplinaires. Aujourd'hui, ils ont aussi parlé, disons, du retrait des institutions de transition de tous les membres, disons, du barreau de Guinée, par rapport notamment, il faut dire, le Conseil national de la transition, le CNT, où siégeait Maître Mohamed Traoré, qui a démissionné à un moment donné de l'histoire récente de notre pays. Alors, retrait immédiat. Démissionné du CNT, c'est de ça que je parle. Alors, on parle du retrait immédiat des avocats qui représentent le barreau dans ces différentes institutions, et notamment, ou autrement dit, au niveau du Conseil national de la transition, et autres commissions liées à la transition politique. Alors, l'autre décision, c'est l'action juridique et politique. On annonce une plainte officielle contre les auteurs de l'enlèvement, avec mise en place d'une commission de suivi, une rencontre urgente également avec le ministre, ce sont des réclamations, avec le ministre de la Justice pour exiger des poursuites et protester contre ces différentes violations. Il y a aujourd'hui une évaluation, disons, future, et une nouvelle assemblée sera aussi convoquée, et après les 2 semaines de boycott, c'est-à-dire pour notamment se pencher ou parler des résultats de ce boycott-là, pour décider également aussi de la suite du mouvement. Par rapport aux impacts, est-ce qu'il faut aujourd'hui le rappeler? Bien entendu, il y aura des impacts, connaissant l'importance du barreau et de ses membres dans le fonctionnement quand même de l'appareil judiciaire de notre pays. Ça ne peut pas, c'est impossible que les audiences, en tout cas c'est très difficile, c'est vrai, peut-être dans la mesure de l'impossible, il peut y avoir toujours d'autres alternatives, mais c'est très difficile d'avoir des audiences dans les cours de tribunaux sans les avocats. La petite épreuve hier, il y a toutes, disons, les affaires inscrites au rôle au niveau même de la CRIEF ont été, disons, renvoyées, s'inédiées, il faut le préciser. Donc, il y aura naturellement, disons, une paralysie partielle des tribunaux et les audiences, parce que
nécessitant la présence des avocats, notamment en criminel correctionnel, il faut le dire, sont reportés. Et comme, disons, lors des précédents mouvements aussi du barreau, ça a été la même chose. Aujourd'hui, on assiste à une solidarité, Abdallah, une solidarité, disons, internationale, parce que la conférence internationale des barreaux CIB a condamné également l'agression de Maître Mohamed Traoré et a apporté son soutien au barreau guinéen, exigeant également une enquête indépendante. Alors aujourd'hui, il faut dire que le contexte est très tendu parce que ces mesures s'inscrivent dans un climat quand même de dénonciation récurrente des atteintes à l'indépendance de la justice en Guinée. Cela coïncide à un moment où, disons, les acteurs de l'appareil judiciaire de notre République de Guinée ici presque ne s'entendent à peine, il faut le dire. La dernière fois, nous avons suivi le juge de Tunkara qui rappelait également lors de sa prise de fonction par rapport, disons, aujourd'hui à l'association des magistrats de Guinée. Aujourd'hui, tous les problèmes que connaissent cet appareil judiciaire, je crois que cet autre facteur vient renforcer ces différents problèmes-là. Alors le barreau va utiliser naturellement ce boycott comme un levier pour dénoncer notamment l'effritement de l'état de droit, rappelant que la protection des avocats est essentielle à la démocratie. Ce qui se passe dans notre pays, disons, ça devrait interpeller tout le monde. De l'autre côté, dans la soirée, nous avons aussi assisté à un communiqué, disons. Bien, le communiqué. On en vient, mais juste avant, on va suivre ce compte-rendu de Mamadou Tanouba qui était aussi sur place. Et derrière, Mohamed, on revient sur la suite des événements, c'est-à-dire après le compte-rendu de l'Assemblée générale extraordinaire. Les choses ont évolué, mais avant, ce compte-rendu de Mamadou Tanouba qui était sur place. Les hommes en robe noire, très remontés contre l'enlèvement de leur confrère Maître Mohamed Traoré, ne sont pas allés du dos de la cuillère. Après une rencontre à huis clos dans la salle d'audience de la cour d'appel ce matin, le Conseil de l'ordre a rendu public une batterie de mesures, parmi lesquelles un boycott de 2 semaines de toutes les audiences judiciaires, mais aussi le retrait des avocats de toutes les institutions et commissions de la transition. Réunis en Assemblée générale extraordinaire, les avocats du barreau de Guinée ont adopté les mesures suivantes en réaction aux atteintes graves portées à leur profession. 1. Boycott de 2 semaines de toutes les audiences judiciaires et convocation de police judiciaire sous peine de sanctions disciplinaires. Le dépôt des recours reste toutefois autorisé. La convocation d'une nouvelle assemblée générale à l'issue du boycott de 2 semaines pour réévaluer la situation et décider de la suite à donner. 3. Le retrait immédiat de tous les avocats représentant la profession dans les institutions et commissions de la transition, notamment celui du CNT. Rencontrer le ministre de la Justice afin de protester contre l'enlèvement illégal et cruel qu'a subi notre bâtonnier Mohamed Traoré et exiger que des poursuites soient exercées à l'encontre des auteurs. Et évidemment, nous comptons porter plainte contre les auteurs et une commission sera mise sur pied à l'effet de suivre cette plainte et pour un aboutissement que nous espérons heureux. L'ancien bâtonnier et démissionnaire du CNT a été enlevé devant sa famille dans la nuit de samedi 21 juin à son domicile, juste quelques jours seulement après son retour du pèlerinage à la Mecque. Ses bourreaux l'ont maltraité avant de l'abandonner aux environs de Banguya. Le Conseil de l'ordre des avocats envisage rencontrer le garde des Sceaux pour discuter de cette situation. Le barreau envisageait de rencontrer le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chose qui n'a pas été faite parce que, Mohamed Leba. Oui, pour le moment, ce n'est pas
encore fait, c'était une demande, ou enfin, si on peut le dire comme ça, une réclamation du barreau, de rencontrer urgemment le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, le ministre des Droits de l'Homme, il faut le dire, parce que toutes ces casquettes quand même aujourd'hui, disons, il les possède, il faut le dire. C'est pour ouvrir notamment une information judiciaire, poursuivre, c'est-à-dire les auteurs de cet acte qu'il qualifie d'illégal et de cruel à l'endroit ou à l'encontre même, parce qu'il faut le préciser comme ça, de l'ère de Maître Mohamed Traoré. De l'autre côté, dans la soirée, comme je le disais, il y a le parquet, parce que dans toute sa déclaration, le barreau n'a presque pas indexé le parquet. Et il est passé outre le parquet pour demander, directement une rencontre avec le ministre de la Justice. Le parquet, comme il sait bien le faire, dans la soirée, nous l'avons tous suivi, le parquet qui s'est fendu d'un communiqué pour notamment d'abord rappeler les faits, d'abord exprimer, toute sa consternation concernant ce qui s'est passé par rapport à l'acte d'enlèvement, de séquestration, de torture, de Maître Mohamed Traoré. Alors le parquet qui dit exprimer sa profonde consternation suite à ces différents faits-là, et le parquet qui, une nouvelle fois, décide d'ouvrir des enquêtes, une information judiciaire pour élucider cet autre cas d'enlèvement, parce que ce n'est pas une première fois que le parquet annonce ou fait quand même des annonces, mais au-delà de ça, le parquet a quand même rappelé aujourd'hui l'action judiciaire qu'il envisage. Au-delà de ça, a aussi appelé, au dialogue avec le barreau. Et naturellement, une demande de rencontre, le parquet dit clairement qu'il presque n'a pas d'endroit, parce qu'il a évoqué le bureau qui serait restreint pour abriter tous les avocats, mais pour d'aucuns aujourd'hui ce n'est pas un argument, parce que pour discuter des faits aujourd'hui qui concernent notamment cet enlèvement, séquestration, torture de Maître Mohamed Traoré, des représentants pourraient être reçus, ça pouvait suffire largement. De l'autre côté, on s'interroge beaucoup autour quand même, sur ces nouvelles enquêtes annoncées par le parquet, parce que de par le passé, dans un passé très 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 récent, le parquet nous a ouvert des enquêtes concernant les cas notamment Fonik Mengue, les cas Biloba, notre confrère Habib Marouane, et tant d'autres cas aujourd'hui, les cas dont pour l'heure quand même il n'y a pas eu encore de résultats présentés, en tout cas publiquement, pour dire voilà c'est ce qui s'est passé concernant ces différentes situations-là, élucidées ou non, on n'en sait rien aujourd'hui. Il y a un flou total quand même qu'il faille dire autour de ces différents cas-là. Donc après ce communiqué du parquet, il y a des interrogations qui surgissent autour quand même de la sincérité de ces enquêtes annoncées par le parquet à sa tête Fallou. Et il faut peut-être attendre encore dans les jours à venir, vu que les cas peut-être se ressemblent mais ne sont pas les mêmes, que peut-être il pourrait y avoir une exception cette fois-ci. Pour le moment, les enquêtes annoncées, on ne sait pas, peut-être se sont-elles refermées sur elles-mêmes, ces enquêtes, des informations judiciaires dont l'issue jusqu'à présent reste pour le moment antinomique. Antinomique, hein. Il l'a rappelé, Yamoussa Cheikh, il y a quand même plus d'inquiétude quant à cette insécurité qui plane. On a jusqu'à présent des acteurs de la vie nationale qui sont introuvables, des enquêtes sont ouvertes, un nouveau cas vient s'ajouter à cette longue liste. Alors justement, ce qui arrive au pays, ce qui arrive aux Guinéens, ce qui arrive aux citoyens, c'est vraiment inquiétant. Ça a commencé, ça ne date pas de maintenant, ça a commencé depuis longtemps. Et si vous remarquez, aujourd'hui, toutes les portes semblent être frappées par cette tragédie d'enlèvement, de séquestration et parfois même de disparition forcée. Alors aujourd'hui, il faut quand même comprendre que nous sommes tous menacés. On en a parlé depuis longtemps, depuis les premières heures de cette tentative d'enlèvement et tout ça, puisque ça a commencé d'abord par la société civile, en commençant par
des grandes figures de cette entité-là, les Oumar Silla, Fonike Mengue, Bill Loba, et puis les Sadou Nimaga ont rallongé la liste. Et ensuite, la presse aussi a payé les frais. Il y a eu d'abord Abdoul Sako. Il y a eu d'abord Abdoul Sako. Donc la société civile... qui depuis, c'est Silence Radio. Voilà. Et donc la presse aussi a payé les frais. On attend de voir la suite de toutes ces atrocités. Après donc, les avocats, quelle sera la suite? Quelle entité ou quelle profession sera encore touchée? Mais il faut comprendre, dans un pays où les autorités exigent même des contre-pouvoirs, puisque vous vous rappelez, moi j'y étais lors du forum sur la liberté de la presse, le discours tenu par le Premier ministre, ça a rassuré. Il a évoqué le cas des contre-pouvoirs, pour qu'un pays puisse avancer, pour que la transition puisse réussir comme nous la souhaitons tous, il fallait des contre-pouvoirs efficaces. Et parlant de ces contre-pouvoirs, on a besoin quand même de ces voix discordantes qui nous rappellent d'un certain nombre de choses. Bien. Maître Mohamed Traoré l'a rappelé lors de sa déclaration après les faits tout à l'heure. Hier même, quand il a voulu s'adresser et remercier tous les soutiens et toute cette solidarité qu'il a observée autour, lui-même il a dit qu'il n'a jamais pensé que c'était un crime de se prononcer sur la conduite des affaires de son pays. Au moins, il faut qu'il y ait des personnes qui nous disent non, ce n'est pas cela, c'est cela. Il faut qu'il y ait des personnes qui acceptent et qui prennent le pouvoir pour dire exactement non, halte, ce qui est en train de se faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, oui. Il faut un changement. Alors, si à chaque fois ces personnes sont réduites en silence ou inquiétées, il y a un problème. On a vu des acteurs de la société civile ici qui étaient vent debout contre toute action considérée illégale, anormale entre autres. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, on ne sait pas où ils se trouvent. Et depuis, Silence Radio, à chaque fois on nous annonce des enquêtes qui n'aboutiront jamais. Ça a été le cas pour Fonike Mengue, pour Bill Loba, pour Sadou, pour Abdoul Sako. Abdoul Sako, on a vu. Le cas ressemble un peu au cas ex-bâtonnier. Lui, il a été aussi enlevé, séquestré, conduit à un lieu inconnu, à un endroit inconnu. Il a été torturé, passé à tabac et laissé pour mort. Qui le savait, on l'a retrouvé à peine, il avait perdu connaissance. Donc c'est Dieu qui l'avait tiré d'affaire. Tout comme pour le cas Maître Mohamed Traoré. Selon les informations, on sait peut-être ce qui serait la cause de cet enlèvement, puisque des communications qui ont eu lieu sur le site, c'est-à-dire sur le terrain, le lieu où les assaillants ont mis à l'épreuve leur sale besoin, il y a eu des menaces, puisque on lui a même interdit, on lui a dit des choses, on l'a menacé, on l'a menacé de crever des œufs, on l'a menacé de le tuer. Il y a eu pas mal de menaces qui ont été faites ça et là, et tout ça par rapport à sa position. Le bal l'a rappelé tout à l'heure. L'homme, c'est le seul pour le moment qui a osé démissionner du CNT, pensant que le mandat est fini. Et donc, ce sont des paroles qui sont revenues, qui ont résonné lors de son incarcération, selon les témoignages. Lui-même, il a rappelé. Mais ce qui m'a marqué dans tout ça, dans la déclaration faite par Maître Traoré, c'est quand il dit qu'il marque une pause. Qu'il marque une pause pour donner raison à ses amis, mais aussi par respect à sa famille, ses amis et la famille qui veulent qu'il soit comme tout le monde. Et c'est ça aujourd'hui le problème pour la Guinée, Abdallah. À chaque fois qu'on espère qu'on est en train de mieux faire pour le développement de notre pays, il y a des gens
qui sortent nous dire attention, vous n'avez pas le droit de dire ça. Si vous dites ça, vous allez disparaître. Ça se passe aujourd'hui en longueur de journée. C'est comme pour vous dire, la question de l'insécurité bat son plein. C'est une question qui revient du jour au lendemain. Et donc, il faut que cela soit le credo des autorités aujourd'hui qui sont en charge de notre sécurité, de la sécurité de nos biens. Sinon, si ça continue comme ça, à chaque fois des acteurs disparaissent, à chaque fois des gens sont en insécurité, les gens sont enlevés. Je crois qu'il y a problème dans le pays et nous avons besoin d'une transition apaisée. Une transition apaisée a besoin aussi d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. On a besoin de cela, sinon il y a vraiment un problème. Et il y a quand même des inquiétudes. La sécurité des personnes et de leurs biens. Les autorités, les appels sont tombés certainement dans de bonnes oreilles. Nous restons en Guinée. Après le certificat d'études élémentaires et le BEPC, le baccalauréat unique a débuté ce lundi à travers tout le pays. À la surprise générale, plusieurs cas de fraude signalés. À Conakry, un élève a été arrêté pour usurpation d'identité, tandis qu'à Cancan, plus de 30 téléphones ont été saisis. Des candidats pris en flagrant délit et des surveillants exclus. Comment ces fraudes ont-elles été décelées, Yamoussa Cheikh Camara? Bon, ça a commencé au lycée Samori Touré de Cancan, et vous comprendrez qu'à chaque année, ce lycée est au centre des réactions parlant des cas de fraude en période d'examen. On a commencé par le CEE avec toute l'appréciation de la part des autorités en charge de l'éducation, et puis ça a continué par le BEPC. On n'a pas connu une telle épreuve ou une telle dénonciation derrière des cas de fraude lors de ces examens. Mais ce qui se passe pour le baccalauréat unique, aujourd'hui dépasse l'entendement, puisque seulement la première journée, on a plus de 30 téléphones ont été interceptés, saisis. Mais de quelle manière? Et vous avez compris, depuis le départ de ces examens nationaux, moi c'était une question, c'était une préoccupation pour moi, puisque à chaque fois, on retrouvait les sujets sur les réseaux sociaux. Et cela a commencé depuis le CEE. Mais personne ne s'interrogeait. Comment ces sujets? Et vous allez comprendre que ces sujets se retrouvent sur les réseaux sociaux au moment où les candidats sont en classe en train de candidater. Pourtant, aucun téléphone n'est autorisé. Aucun téléphone n'est autorisé. Ni pour les candidats, ni pour les surveillants. Ni pour les surveillants. La seule personne autorisée à avoir un téléphone, c'est le délégué, puisque lui, il doit communiquer avec la hiérarchie à l'extérieur. C'est ça, selon les règlements généraux. Mais depuis le CEE jusqu'au brevet d'études du premier cycle, nous voyons tous les sujets circuler sur les réseaux sociaux pendant que les candidats sont en classe. Et donc, c'est un problème. On n'a pas voulu savoir comment ces sujets se retrouvent sur les réseaux sociaux. On n'est pas contre. Mais peut-être, il faut quand même attendre jusqu'à ce que la journée finisse pour nous dire exactement. Mais tout le monde discute. Ou la journée finisse, ou les épreuves finissent. Oui. Voilà pour au moins si on a rédaction, qu'on attend à la fin de la rédaction. Oui, pour discuter des sujets, justement. Non mais, il fallait même attendre la fin de la journée, Abdallah, puisqu'on sait que dans la journée, il y a la programmation. Les épreuves sont programmées au fil des heures. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'une épreuve peut se retrouver sur les réseaux sociaux pendant que les gens sont encore dans les centres d'examen. Et puis la Cancan, c'est le ministre de l'enseignement qui n'est même pas en Guinée. Qui donne un candidat a sorti flagramment son téléphone et il a photographié un sujet et l'a mis sur les réseaux sociaux. Étant donné que la surveillance est assurée en classe, il y a des surveillants en classe. Et donc, cette légèreté, vous allez comprendre, cette légèreté de la surveillance a été condamnée par les autorités en charge de l'éducation du côté de Cancan, parce que c'est là où l'alerte a été faite. Comment se fait-il qu'un candidat, à l'heure où nous disons que les téléphones sont interdits dans les centres d'examen, un candidat peut sortir son téléphone, photographier devant un surveillant, deux surveillants, puisque c'est 2 surveillants par salle, devant 2 surveillants, photographier un sujet, mettre ça sur sa page, et puis c'est le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui n'est même pas au pays, qui est à l'étranger, et qui fait le constat, qui
interpelle depuis l'étranger, qui interpelle ici au pays pour dire exactement ce qui se passe du côté des cancans. Les élèves sont en train de mettre les sujets sur les réseaux sociaux, donc il faut s'activer pour dire que, c'est-à-dire sur le plan... Finalement, on va trouver des brouilleurs dans les centres sur le plan national. Puisqu'il y a eu des efforts consentis. On nous a parlé des nouveautés pour freiner l'élan des cas de fraude. Des nouveautés à la Haïti. Oui, c'est vrai. Si on se félicite par rapport à l'effectivité, par rapport à la réussite, pardon, de ces premières semaines d'examen, en commençant par le CEE et le BEPC, mais le baccalauréat fait défaut. C'est vrai, on a aujourd'hui un examen apaisé, ça c'est vrai, il n'y a pas eu assez de bruit, mais le défi d'un examen sans fraude reste encore à relever. Et pour cela, il faut interpeller toute la chaîne éducative. Toute la chaîne éducative. Puisque quelqu'un, ça inquiète. Il faut comprendre. Mais il y a eu une sensibilisation. C'est pas une première à Il y a eu une sensibilisation. C'est pas une première. C'est pas une première. Il y a une autre zone qui reste tranquille pour le moment. Oui, Sigiri. C'est la nouveauté. Sigiri. Il y a Sigiri. Sigiri, c'est la première ville. Oui, l'épicentre même de la fraude. Des cas de fraude. Mais pour cette année, c'est Cancan qui est en train de battre le record. Puisque Cancan bat tous les records, je peux comprendre. On arrive et Cancan est en train de battre tous les records. C'est quand même gravissime. On arrive et Cancan est en train de battre tous les records. Alors qu'il y a eu des sensibilisations, bien avant ces examens-là, il y a eu des sensibilisations auprès des acteurs du système éducatif, c'est-à-dire des acteurs impliqués dans le processus des examens nationaux. Il y a eu des sensibilisations, il y a eu des déplacements à l'intérieur du pays, à Conakry, pour nous dire, faisons cette fois-ci que nous connaissons un examen réussi. Un examen réussi passe nécessairement par des examens sans fraude. On a compris. Cette année, il y a eu une sorte de changement dans la façon de faire les choses. On a vu des examens ici qui ont connu des résultats faibles, même 9% au baccalauréat. Mais aujourd'hui, dans souvent la plupart des discours que tiennent les autorités éducatives, vous allez comprendre qu'on nous dit souvent qu'on ne fait pas des examens pour faire redoubler les enfants. C'est une sorte d'évaluation du niveau d'apprentissage et de compréhension, du niveau d'intellectuel même de ces candidats-là. Donc, avec toute cette ouverture, on demandait même aux services de sécurité sur place de tout faire pour ne pas stresser les enfants. Lors des discours, lors des lancements, on a connu ça dans des différents discours. Mais tout cela se passe alors qu'il y a eu des cas de sensibilisation comme ça. Mais derrière, il y a eu une certaine lassitude parce que du laisser-aller a été observé du côté de Cancan. Donc, aujourd'hui, pour cette année encore, tout comme pour l'année à venir, ce sont des paramètres à corriger, Abdallah. Moi, je condamne le fait que les sujets se retrouvent sur les réseaux sociaux et qu'il n'y ait aucune mesure prise de la part des autorités éducatives. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte que les sujets se retrouvent sur les réseaux sociaux parce que tout simplement, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en a fait la remarque et il a donné l'alerte. Sinon, ça a commencé depuis. Donc, moi, je dis que certainement, c'est vrai qu'on n'en a pas dit, il y a des ramifications. Mais des téléphones se sont retrouvés dans les centres d'examen, à commencer même par le CEE et le brevet d'études du premier cycle. En complicité avec les surveillants, des délégués, tout le processus. Puisque ce n'est pas quand même quelqu'un de l'extérieur qui va venir photographier ces sujets sur les tableaux. Si ce n'est pas de la magie noire. Si ce n'est pas de la magie noire, quand même. Et donc, soit ça vient des surveillants, ou soit des candidats. Donc, c'est l'un des deux cas. Alors, le guet-apens a été démasqué. Voilà ce qui se passe du côté des Cancans. Plus de 30 téléphones. Et c'est vraiment grave. Il faut des mesures très conséquentes et très idoines. Deuxième jour du bac, on attend d'observer le bilan pour cette deuxième journée. Nous, on va à la pause. Derrière, on prendra la direction du Gabon, où le président Brice Clotaire Oligui Nguema veut créer son propre parti politique. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025.
Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Je vous l'annonçais avant la pause, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema officialise son engagement partisan, il faut le dire, dans une vidéo diffusée ce dimanche 22 juin. Il annonce la création de sa formation politique. La cérémonie de lancement est prévue ce samedi 28 juin 2025 au Palais des Sports de Libreville. Un tournant politique pour celui qui, jusqu'ici, s'était présenté comme un président indépendant. On suit cet extrait et derrière on se retrouve pour le décryptage. Gabonaises, Gabonais, chers compagnons bâtisseurs, mesdames et messieurs, fort de la confiance que le peuple gabonais m'a accordé le 12 avril 2025 et fidèle à l'engagement pris sous la bannière du Rassemblement des bâtisseurs, je m'adresse aujourd'hui à vous pour franchir une étape primordiale, la construction de cette 5e République. Le suffrage universel que vous m'avez accordé exige désormais la mise en place d'un outil politique fédérateur, capable de rassembler toutes les énergies constructives de notre nation. Cette démarche répond à une nécessité impérieuse de participer à donner corps à la vision que j'ai pour le Gabon nouveau, digne d'envie, et à celui de répondre efficacement aux nombreuses attentes légitimes de chacun et de tous. Aussi, ai-je l'honneur de vous inviter à l'Assemblée générale marquant l'avènement de notre mouvement qui se tiendra au Palais de Sport de Libreville le samedi
28 juin 2025 à 10 h. Cette assemblée définira l'architecture organique et fonctionnelle de notre organisation politique. À cet effet, sont cordialement invités toutes les forces vives de la nation qui ont porté notre vision jusqu'à ce jour. Citoyens engagés, hommes, femmes, intellectuels, acteurs économiques, autres experts, leaders communautaires et même d'opinion. Votre présence est essentielle. Vos idées comptent. Votre engagement façonnera une formation politique inclusive, considérant toutes les sensibilités de notre cher pays, le Gabon. Ensemble, bâtissons le Gabon de nos espérances. Ensemble, bâtissons une réelle démocratie. Que notre Dieu nous guide pendant ces travaux. Je vous remercie. Vous l'avez suivi avec nous, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, contexte oblige, crée son propre parti politique pendant que la menace de réduire le nombre de partis politiques plane. Avec une population d'à peine 2 millions d'habitants, le Gabon compte, il faut le dire, plus de 100 partis politiques légalement constitués, 104 pour être précis, et bon nombre de ces formations politiques sont considérées comme fantaisistes, n'ayant aucune représentativité, sans siège officiel, connu ou sans élu local même. Deux fois, ces partis étaient créés selon certaines indiscrétions, certains observateurs, de toutes pièces pour ou par l'ancien régime incarné pendant 56 ans, le Parti démocratique gabonais, PDG, parti qui a quand même à un certain moment hébergé ou fait grandir ou pris sous ses ailes l'actuel président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mohamed Deba, on l'a suivi. Ça vous fait rire? Ouais, ça fait rire. Pourquoi? Oui, aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Peut-être que vous, ça vous surprend. Non, moi, ça me surprend. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Vous avez parlé d'un tournant, disons, décisif ou je ne sais pas. Moi, je parlerai d'un tournant stratégique au lendemain quand même de l'élection du 12 avril 2025 où Brice Clotaire Oligui Nguema quand même s'est offert, disons, un score soviétique et avec vraiment une large victoire lors de cette, disons, consultation électorale, surtout présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport à cette annonce? Il a dit on attend de samedi pour voir le 28 juin la mise en place de cette formation politique. Naturellement, vous êtes élu pour un premier mandat, il faut se préparer pour un second mandat. Peut-être qu'il ne va pas continuer à se présenter comme étant, disons, un candidat, disons, solitaire. Il faut appartenir à une formation politique désormais parce que l'homme aujourd'hui invoque quand même plusieurs raisons pour, disons, asseoir cet argumentaire de création de formation politique. Alors, il faut le dire, l'annonce intervient 5 jours seulement après l'adoption d'une loi. Vous l'avez rappelé, réduisant le nombre, disons, de partis politiques autorisés de 103 aujourd'hui à 3 ou 4, disons, conformément aux recommandations du dialogue national d'avril 2025. Donc, avril, déjà le mois qui a connu beaucoup, disons, quand même de rebondissements politiques au Gabon, notamment l'élection présidentielle, voilà, avec cette autre loi. Ces justifications aujourd'hui, vous les avez vues. Et par rapport même aux raisons invoquées, l'homme compte quand même, disons, notamment rassembler, mais aussi une manière de discipliner un peu le paysage politique gabonais. Parce que de l'autre côté, avec ce discours inclusif, selon lui, parce qu'il promet aujourd'hui une formation ouverte à toutes les sensibilités du pays, intégrant citoyens, intellectuels et acteurs économiques, stratégie électorale, et déjà le parti va servir, selon ces différentes déclarations de socle à la majorité présidentielle,
capitalisant ainsi sur le rassemblement des bâtisseurs. Déjà, c'était, disons, ce qu'il a porté aujourd'hui au pouvoir, le coup d'État. Disons qui a finalement ou qui s'est soldé après tout quand même par une élection présidentielle. Pour aujourd'hui, il faut quand même le dire, sur les 5 pays qui ont connu des coups d'État récemment en Afrique, il est aujourd'hui quand même l'un des celui qui a quand même, disons, pour le moment organisé une élection présidentielle à travers laquelle il est aujourd'hui un président, disons, naturellement élu. Démocratiquement. Démocratiquement élu. Enfin, naturellement, démocratiquement élu, parce qu'il y avait quand même des vérités qui le démontraient bien avant aujourd'hui de, disons, l'élection du 12 avril. Aujourd'hui, il faut parler de controverses juridiques et constitutionnelles, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Nous prenons, disons, l'article 90 du Code électoral. Cet article stipule qu'un élu indépendant ne peut adhérer à un parti sous peine d'annulation de son mandat. Or, Oligui Nguema a été élu sans étiquette en avril 2025. Il y a aujourd'hui le débat sur la légalité. Le député, même Jean-Valentin Léama, qui soulevait aussi ce risque d'illégalité, rappelant même une jurisprudence gabonaise où des élus ont perdu leur mandat, disons, pour violation de cette règle-là. Alors, une exception acceptée. Il y a quand même une réponse présumée aujourd'hui, parce que le gouvernement, disons, contournerait l'obstacle en arguant quand même que le président crée, disons, mais n'adhère pas au parti, une distinction, disons, juridique, mais qui semble aujourd'hui très fragile aux yeux quand même des acteurs de la société civile et d'autres acteurs politiques même, qui se voient quand même dans, disons, dans cette optique de suppression de partis politiques, parce qu'avec la réduction annoncée, il y a beaucoup aujourd'hui qui quand même passent aux différentes critiques, notamment de la façon de gérer de l'homme et surtout aussi ses intentions qui ne sont pas aujourd'hui révélées au grand public par rapport à ses intentions politiques de se maintenir même au pouvoir au-delà, disons, des strictes recommandations ou vraiment le contenu de la constitution gabonaise. Il y a aujourd'hui des risques quand même de confusion des pouvoirs, notamment la neutralité, disons, présidentielle, article aussi 32 de la constitution gabonaise, qui pourrait être compromise par un autre parti inféodé à l'exécutif, parce que Oligui Nguema, à la tête d'une formation politique, étant président de la République, il y a aujourd'hui des enjeux et des incertitudes, disons, futures. Il ne faut pas se le cacher. Nous avons une absorption totale quand même des alliés. Il y a des formations politiques. Ça se passe comme ça dans beaucoup de pays africains. Jusqu'au moment où le professeur Alpha Condé quittait au pouvoir, le RPG n'avait pas un autre président. Quand même, il faut le souligner. En Afrique, c'est récurrent. En Afrique, c'est récurrent. Hier, on parlait du cas ivoirien. Aujourd'hui, le RHDP, qui quand même, une nouvelle fois, à travers une assemblée générale, le président Alassane Ouattara est plébiscité par ses pairs pour continuer, disons, à servir au sein de cette coalition politique. Donc ça veut dire aujourd'hui, Oligui Nguema ne prend pas l'exemple ailleurs, il le prend à travers le continent. Ce qui va se passer, peut-être que l'avenir va nous en dire beaucoup plus. Par rapport à l'élection de l'élection du 12 avril, il faut aussi se projeter dans le futur, et je crois que ce sont ces bases aujourd'hui qu'il est en train quand même de poser par rapport à, disons, à la deuxième mandature, parce qu'il faut préparer dès maintenant, disons, le second mandat. Donc, il est dans le futur. Il est dans le futur. Il est dans le futur. Il faut le dire. Il est dans le futur. On attend de voir ce que ces différentes, disons, cette création de formation politique va donner. Mais pour le moment, c'est mal parti quand même pour les formations politiques, disons, au Gabon. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la même chose, surtout avec les pays de l'AES. Les pays de l'AES, Yamoussa. Oligui Nguema qui crée son propre parti. Ce sera officiel ce 28 juin 2025. Le contexte oblige, Mohamed l'a déjà rappelé, dans un contexte où on veut réduire le nombre de partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de contraste ?
Ben, c'est là où moi c'est là où je me demande, hein, je me pose des questions. Au moment où l'Assemblée nationale vote la loi relative, pardon, à la réduction des partis politiques, on parle de 103 formations politiques, on veut réduire à 3 ou à 4. Alors on dit qu'il y a trop de partis politiques fantaisistes, il y a trop d'acteurs politiques qui n'assument pas, il n'y a même pas d'acteurs politiques actifs, et c'est au moment-là que le président aussi veut créer sa formation politique. Alors, est-ce qu'on est en train de faire une mise à mort des partis politiques parce qu'on veut le faire, on se sent capable de le faire? C'est ça la question. Sinon, au moment où on veut vraiment réduire le nombre des partis politiques, on n'a pas besoin de créer une autre formation politique, puisque la création d'une autre formation politique passe par l'ajout ou l'augmentation des nombres, alors qu'on veut réduire le nombre. Maintenant, parlant d'Oligui Nguema, il faut comprendre que cet homme militaire qui a troqué son treillis militaire pour se présenter en tant que candidat indépendant et qui a raflé le suffrage à travers les urnes aujourd'hui, et qui a eu un score record, il faut le dire. Maintenant, aujourd'hui, il est le président de la République et la loi lui donne presque toute l'ouverture aujourd'hui. Est-ce qu'il y a lieu de créer une formation politique? Est-ce que même c'est important? Mais vous avez vu l'ambition de l'homme, c'est pourquoi Mohamed a parlé tout à l'heure de futur. Donc c'est une stratégie pour l'homme de se lancer dans le futur et définitivement pour le dur de se relancer. S'il dit que le suffrage universel que vous m'avez accordé exige désormais la mise en place d'un outil politique fédérateur, c'est qu'il fait allusion aux forces vives qui l'ont porté au pouvoir, puisque vous avez vu, sa candidature a été soutenue par des forces vives gabonaises, certaines forces vives gabonaises qui l'ont aujourd'hui porté au pouvoir. Alors aujourd'hui, il est dans un esprit de rassemblement, de fédérateur, et donc il faut passer par une formation politique, un parti politique. Mais est-ce que derrière, la volonté se limite là? Puisque derrière, il faut comprendre que Oligui Nguema, c'est le cousin de la famille quand même Bongo. Et est-ce que la création de sa formation politique ne sous-entend pas le retour à l'aristocratie ancienne? Donc c'est la grosse... Autant de questions. Autant de questions. C'est surtout la grosse question. Est-ce qu'il veut s'éterniser au pouvoir, tout comme il veut s'ancrer aujourd'hui en politique, puisque c'est ça la volonté. Étant un militaire qui s'est débarrassé de sa tenue militaire, aujourd'hui, il est président de la République à travers les urnes, mais il ne se limite pas là. Il faut s'activer en mode politique, et pour être un homme politique, il faut avoir un parti politique, donc une formation politique. Donc, ce n'est plus Oligui Nguema militaire que nous avons en face de nous, mais c'est Oligui Nguema en préparation d'acteurs politiques, c'est-à-dire d'hommes politiques. Et pour cela, il faut comprendre qu'il peut y avoir d'agenda caché. C'est vrai, aujourd'hui, on ne connaît ni le nom de son parti et ni ses ambitions, mais on sait quand même qu'il veut fédérer les énergies, les forces vives qui l'ont porté. Aujourd'hui, c'est ça la mission. Et la mission, c'est de se permettre de se relancer, de revenir, de s'octroyer un mandat de plus. Et qui sait où va se limiter son ambition? Bien, où va se limiter son ambition? C'est la grosse question. Pendant qu'on se pose encore des questions, nous prenons la direction de l'Israël, du conflit israélo-iranien. De ce côté, il y a une bonne nouvelle, sauf évolution de la situation. Il faut le rappeler, un cessez-le-feu total aurait été conclu entre les deux pays selon plusieurs médias français. À la suite d'une annonce de Donald Trump, les frappes ont cessé depuis des heures, bien que cette trêve ne constitue pas un accord de paix, il faut le rappeler. Elle pourrait marquer un tournant après 12 jours de violents affrontements. Les États-Unis et Mohamed Leba sont-ils en train de revoir leur position, voire même de faire un rétro-pédalage? Ah oui, mais peut-être qu'un rétro-pédalage qui pourrait sauver des vies, un rétro-pédalage qui pourrait vraiment être utile, disons, à l'humanité tout entière, parce qu'on n'était quand même pas loin d'une troisième guerre mondiale. C'est vrai que c'est très lourd. C'est très lourd sur la langue, mais c'est une réalité aujourd'hui avec, disons, cette guerre d'intérêt géopolitique quand même qui continue de miner le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des puissances qui décident même, disons, qui ont ce droit de vie ou de mort sur
sur certaines, sur d'autres pays ou sur d'autres pays qui seraient considérés comme étant faibles. Nous avons vu, disons, toute la démonstration aujourd'hui à travers ce jeu auquel veulent jouer maintenant les États-Unis à travers Donald Trump, ces différentes décisions d'attaquer, de contre-attaquer, d'appeler à un cessez-le-feu et de contraindre toutes les parties à rejoindre ces cessez-le-feu. Aujourd'hui, pour l'heure, il n'y a pas encore, disons, de frappe, mais comment cela va se passer? Peut-être que nous allons faire ce petit exercice de rappel pour dire aujourd'hui que Donald Trump, qui annonce un cessez-le-feu total, il faut le préciser, et complet, c'est selon ses déclarations, entre Israël et l'Iran après 12 jours. Sur son réseau social, Truth. Évidemment. Cette fois, pas sur Twitter. Hein. Ouais. Donc, on baptise même, c'est-à-dire cette période, disons, de guerre de 12 jours. Ouais. Donc, ça veut dire aujourd'hui que c'était fait sciemment. On s'attendait à ce que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on avait le contrôle sur tout, peut-être qu'on pouvait, c'est-à-dire déclencher quelque chose et venir en sapeur-pompier derrière, mais ce qui se passe aujourd'hui, parce que il y a, comment cela va se passer? Il y a la phase numéro 1 qui va débuter, c'est-à-dire à 6h heure française notamment. L'Iran va... Qui a d'ailleurs débuté. Évidemment, oui, qui a déjà débuté depuis 6h, donc en fait, l'Iran qui cesse toute opération, disons, militaire. La phase 2, 12 heures plus tard, Israël qui va suspendre les hostilités également. La phase 3, 24 heures après le début, donc fin officielle de la guerre selon Donald Trump, avec engagement des deux parties, c'est-à-dire à être pacifiques et respectueuses. Alors aujourd'hui quand même nous avons une réaction de violation immédiate, ou aujourd'hui des risques de violation immédiate, mais il y a quand même des positions des uns et des autres qui sont très connues aujourd'hui, parce que par rapport notamment à la position israélienne, Israël qui accepte ce cessez-le-feu mais avec des conditions. Israël accepte le cessez-le-feu, affirmant avoir quand même, disons, atteint tous les objectifs de la guerre, notamment l'élimination de la double menace existentielle nucléaire et balistique iranienne. Le gouvernement qui remercie, disons, les États-Unis pour leur soutien militaire. Alors vous allez comprendre que c'est un jeu à double facette ou à double face. Il y a l'accusation notamment de violation, quelques heures, parce qu'après l'annonce de Donald Trump, Israël accuse l'Iran d'avoir tiré de nouveaux missiles, disons, vers le nord du pays. Le ministre de la Défense israélien qui ordonne également une riposte vigoureuse contre des cibles à Téhéran, position iranienne, un démenti, vous l'avez aussi rappelé à l'intro, à l'entame de cette émission, un démenti, disons, et revendication de victoire. L'Iran, de son côté, qui nie avoir violé le cessez-le-feu, et qualifiant l'accord de cadeau divin, et affirme aujourd'hui avoir forcé Israël à cesser unilatéralement la guerre. Téhéran s'est dit prêt à riposter à toute agression et garde le doigt sur quand même la gâchette. Donc aujourd'hui, un véritable risque qui continue de planer. Je ne crois pas qu'un simple tweet de Donald Trump résout carrément, c'est-à-dire ce conflit aujourd'hui qui mine quand même toute la région, parce que au-delà même de ce qu'on pourrait parler de ce conflit entre l'Israël et l'Iran, de l'autre côté il y a le cas Palestine, on parlait de Gaza, il y a aujourd'hui toute une région qui est quand même embrasée, annexée, et au centre nous parlons encore de l'Israël et de ses alliés, notamment les États-Unis, parce que avec ce qui vient de se passer, les États-Unis quand même démontrent encore une nouvelle fois qu'ils étaient quand même en soutien de taille pour l'Israël, parce que l'Israël également, dans sa réponse, remercie, disons publiquement, les États-Unis pour l'aide militaire. Bien, le régime de Téhéran n'est pas, au niveau de l'Iran, n'est pas tombé. Il faut le rappeler, c'était quand même l'une des missions que s'était assignée l'Israël, mais aujourd'hui, on voit quand même que cette mission est comme mise de côté. On se félicite d'avoir bombardé des installations iraniennes portant, ou en tout cas développant l'arme nucléaire. Quoi qu'il en soit, c'est un ouf de soulagement pour le monde entier.
En tout cas, c'était ça aussi la mission de Donald Trump. Si Donald Trump a décidé d'accompagner l'Israël, c'était pas peut-être pour le renversement du régime, mais c'était pour barrer la route à cette entreprise nucléaire que l'Iran posait sa force. Aujourd'hui, si vous avez compris, 3 sites nucléaires, ce sont ces 3 sites iraniens nucléaires qui ont été visés par le bombardement américain. Et donc après ça, dérangé pour arranger, Donald Trump décide de parler, de négocier un cessez-le-feu. Et c'est lui le premier qui a bombardé. Mais qui ne signifie pas accord de paix. C'est lui le premier qui a bombardé. Téhéran n'a pas dit son dernier mot. Qui sort sur son réseau social pour nous dire oui, il y a un éventuel accord de feu. Donc il dit même que ça va être peut-être la fin de la guerre. Mais c'est ça le souhait encore peut-être des dirigeants mondiaux. Puisque vous avez compris, depuis l'intervention des États-Unis, vous avez vu la réaction même de la Russie. La Russie a vraisemblablement condamné en tout cas cet état de fait et a aussi apporté son soutien à l'Iran. L'Iran qui a décidé d'agir soutien verbal de la plus ferme des manières. Alors aujourd'hui le souhait c'est la fin de cette guerre, puisque on sait tous que la guerre n'arrange personne, mais ce cessez-le-feu ou ce prétendu cessez-le-feu est posé sur une infime ou un léger fil, il faut le dire. Ça ne peut pas les espoirs sont maigres, puisque déjà Israël accuse, Mohamed l'a rappelé tout à l'heure, je suis en train de lire l'article même, que Israël accuse l'Iran d'avoir violé ce cessez-le-feu et promet un riposte. Même si Téhéran a démenti aujourd'hui, mais ce qui est sûr, il faut dire que quelques heures, l'armée israélienne affirme avoir intercepté un missile iranien dans le nord du pays et promet une riposte. Alors, à peine donné, les hostilités reprennent. C'est pourquoi on pose la question, est-ce qu'on est vers la fin des frappes? Mais ce qui est sûr, c'est vrai que Donald Trump, il reste aussi optimiste, c'est vrai, c'est lui. Puisque pour lui, aujourd'hui, on peut comprendre que l'Iran, et avec toute sa force, l'Iran est sûr de ses missiles il faut le dire, balistique, de ces entreprises nucléaires. De son projet. Et donc, et l'Israël avec son renseignement militaire. Justement. Et donc, c'est ce qu'a compris peut-être les États-Unis. Il fallait commencer d'abord par écarter cette menace nucléaire et pour venir parler d'une possibilité de cesser le feu. Et maintenant, est-ce que ça va être effectif? Puisque ce qu'on demande, c'est que demande aussi Donald Trump, il s'appesantit à tout moment sur l'Iran, puisque si vous avez compris, c'est l'Iran d'abord qui doit, pendant les 12 premières heures, c'est l'Iran qui doit tout arrêter, qui ne doit pas faire d'attaque et tout. Mais sauf qu'on nous parle encore d'attaque de missiles. Alors il y a problème. Si Israël décide encore de riposter, ça veut dire qu'on ne pourra pas parler de cesser le feu. Mais quand même, en tant qu'observateur, tout ce qu'on peut espérer, c'est d'éviter la fin de ce conflit. D'éviter vraiment l'escalade. Pour mettre fin, il faut quand même trouver des accords. Parce que seuls des accords pourraient vraiment peut-être sauver et mettre fin de façon, disons, totale à cette guerre aujourd'hui, quand même, qui mine cette autre région du monde. Bien. Mais un simple tweet de Trump, peut-être que ça peut calmer, disons, les ardeurs pour le moment, de gonfler, c'est-à-dire les nerfs. Mais est-ce que cela pourrait constituer réellement comme étant un véritable remède à ce conflit aujourd'hui? Je crois que ça va au-delà de ça, parce que au-delà de tout, il y a aujourd'hui, c'est vrai, des partis qui se rallient à cette décision de Trump d'appeler à un cessez-le-feu. On parle de la France notamment, on parle de l'Irak qui rouvre quand même son espace aérien. De l'autre côté, pour Qatar qui convoque, disons, l'ambassadeur iranien pour parler disons, de ce bombardement de la base militaire américaine. Aujourd'hui, de toutes les façons, il faut quand même trouver un accord de
paix. Mais comment cela va être trouvé? Je crois que le mieux pour ces dirigeants mondiaux-là, il faut appeler toutes les parties encore autour de la table pour discuter, mais surtout faire une véritable discussion pour mettre fin à ce conflit. La fin du conflit, c'est ce que souhaitent en tout cas tous les acteurs concernés, tous les acteurs qui observent de très près ce conflit du côté entre l'Israël et l'Iran. Ça n'est terminé pour ce numéro, vous l'avez déjà compris. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah. Merci aux équipes de réalisation, merci à la technique. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, également avec d'autres acteurs, pourquoi pas, sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.